Rappel de l'épisode précédent. La forteresse que nous allons visiter ensemble aujourd'hui n'existait en fait pas à l'époque de Guillaume le Conquérant. Il n'y avait à l'époque de sa naissance qu'un premier ouvrage défensif sur le modèle de la motte castrale. Les donjons que tu vas voir aujourd'hui ont été construits après sa mort. Alors derrière moi, les donjons et la partie payante du site, comme tu peux voir, il y a des barrières. Habituellement, je fais pas les attractions payantes parce que je suis sur un budget extrêmement réduit pour aujourd'hui. J'envisage de le faire quand même. Dis-moi, je t'écoute dans le chat ou dans les commentaires si tu veux qu'on aille voir les donjons. C'est pas très cher, c'est 8,50€, c'est pas non plus le bout du monde. Donc à toi de me dire si tu veux y aller ou pas. Dans les médias on fait l'extérieur et après en fonction de ta réponse on avise. Oh, un escalier qui descend dans un souterrain. Qu'est-ce que t'en dis? On y va? C'est tentant, hein. A priori, ça descend dans la muraille, j'ai l'impression. Intéressant. Alors, le redent, qu'est-ce que c'est donc que le redent? Je vais regarder dans un instant. Créé dans la première moitié du XIIIe siècle, le redent vient consolider la défense du château à son angle nord-est. Cet emplacement, longtemps un point faible de la protection du site, avait nécessité la construction au XIIe siècle d'une petite tour, plus tard protégée par un mur faiblement élevé ou fausse braie, défendant l'accès à la base des remparts. Le redent, ou bastion avancé, constitue une défense inédite de plan triangulaire de 400 mètres carrés de surface. Et à présent, la conclusion de la visite. Bon tu sais ce qui arrive maintenant, hein? Allez, je vais prendre un billet, je te retrouve à l'intérieur. Alors regarde un truc encore mieux pensé que les lunettes à l'extérieur. Tu vois ces médaillons là, il va y en avoir un peu partout. Ils te fournissent une tablette à l'entrée, tu les scannes. Et avec la tablette tu vois, même avec le son, je sais pas si tu m'entends, le son de la cheminée, l'endroit tel qu'il était à l'époque. Alors ça sincèrement c'est génial. Très bien pensé. Par contre, je vais pas avoir assez de mains, ça va être compliqué pour moi. Nous voilà à l'extérieur, alors du coup, leurs petits médaillons là, on va les guetter. Parce que franchement, voir la reconstitution d'époque, alors ça c'est, je l'ai déjà dit, mais c'est super bien pensé. Donc tu vois, tout à l'heure, on était là, extérieur, la basse-cour. Je suis passé à l'accueil, j'ai pris un billet, je l'ai dans la poche. Maintenant on est sur le pont que je t'ai montré vers le début de la vidéo, où je t'ai dit peut-être qu'on ira. Eh ben on y est. On y est. Attention à la marche, ah oui, il y a une petite marche, oui. D'accord. Donc là nous avons le premier donjon, je pense ça doit être le plus grand. Alors il y a toute une histoire qui va avec, j'ai pris des notes, moi, avant de venir. J'essaye de me trouver un bon endroit où poser le caméscope, attends, je te retrouve dans un instant. Il va peut-être falloir qu'on parle un peu de l'histoire de ce château, toi et moi, parce que c'est pas ce qu'on pourrait croire. Moi, quand j'ai appris son existence et le fait qu'on pouvait le visiter, je me suis dit, oh, ça s'appelle Château de Guillaume le Conquérant, c'est Guillaume le Conquérant qui l'a bâti, n'est-ce pas? Pas du tout! La forteresse que tu vois actuellement n'a pas été construite par Guillaume le Conquérant, elle a été construite après lui. Guillaume le Conquérant en fait est né ici à Falaise attends, j'ai ça dans mes notes. En 1027 et est mort à Rouen en 1087. Donc né en Normandie, mort en Normandie déjà pour commencer. Mais en 1027 cette forteresse n'existait pas. En 1027 il y avait une motte castrale. Donc un premier château médiéval mais pas la forteresse qu'on a aujourd'hui. Ici nous avons 3 donjons qui ont été construits à 3 époques différentes par 3 personnages différents.
Le premier, celui que j'ai juste derrière moi, là, le gros donjon carré à l'anglaise, à la mode de ce qui se faisait en Angleterre à l'époque, a été construit par Henri Ier Beauclerc, quatrième fils de Guillaume le Conquérant. Alors sur Wikipédia, ils disent quatrième fils. Il y avait un panneau ici à l'entrée qui disait que c'était son troisième fils, donc je ne sais pas exactement si c'est le troisième ou le quatrième, mais c'est un des fils de Guillaume le Conquérant. Il l'a construit de 1123 à 1125, donc Henri Ier Beauclerc, en se fondant sur les exemples de ce qu'il pouvait voir, de ce qu'avait fait son père, de ce qu'a fait Guillaume le Conquérant en Angleterre, donc les gros donjons carrés comme celui-là. Ensuite, le deuxième qu'on aperçoit d'ici, il faut juste que je tourne un petit peu la caméra, celui-ci. Alors non, celui-ci c'est le troisième, on y verra après, je te dis des bêtises. Donc le deuxième n'est à mon avis pas visible d'ici, il doit être de l'autre côté, c'est un autre donjon carré, plus petit, qui a une fonction plus ornementale que défensive. Il a été construit après par Henri II Plantagenet. Alors on suppose que c'est lui qui l'a construit, il y a passé Noël 1159, c'est tout ce qu'on sait. C'est pas tellement un ouvrage de défense de par son positionnement, et il est très probable que les deux baies et les canonnières qui ont été percées dedans l'ont été après la guerre de 100 ans. Et ensuite, nous avons notre troisième donjon, donc celui-ci, le donjon rond. C'est une tour circulaire, la tour Talbot, bâtie en 1207, ce coup-ci par le roi de France, Philippe Auguste, qui a annexé le duché de Normandie. Il a réussi à prendre le château suite à la défection d'un mercenaire, et le siège, grâce à ça, n'a duré que 8 jours. Celui-ci, par contre, c'est un ouvrage défensif. Bon, alors là, le pont-levis en métal, de toute évidence, n'est pas d'époque. Par contre, il y en avait peut-être tout simplement un en bois à l'époque, ça c'est très possible. Eh ben, on va rentrer dans ce donjon. Donc celui-ci, sauf erreur de ma part, c'est le grand donjon carré. Et c'est le premier. Bon, là je vois pas trop l'intérêt de descendre. Ça s'arrête là. Ah, il y a peut-être une vue, c'est possible, attends. Pas vraiment. Ok, on continue. Mais en fait, attends. Il y a un truc depuis l'extérieur. Ce qu'on voit, ça c'est une construction en béton, ça. Toute la partie en fer, mais il n'y a pas que ça. Ça c'est du bon vieux béton. Donc là, ce qu'on voit depuis l'extérieur, en fait... Ah ouais, c'est trompeur. C'est trompeur parce que ce qu'on voit depuis l'extérieur, c'est pas le donjon d'époque. Le donjon, regarde le mur, il est là derrière. Il est un peu caché par cette construction moderne, en fait. Bah ça, je trouve que c'est dommage. Je comprends les nécessités d'accès au site. Mais mettre ce gros machin en béton là. Et donc ça par contre ça doit être le mur d'époque. Avec je vois un filet. Ah ça doit être parce qu'il y a des chutes de pierre le filet. Très certainement. Regarde là nettement on voit qu'il y a un filet. Ah parce que le mur est endommagé. Il devait y avoir autre chose là. Une arche, quelque chose. Ça doit être pour ça. Monument sous vidéosurveillance, bah ouais, je suis là. D'accord, encore une blague pour ça saute comme ça. Tous les Normands qui ont défié le bataillon de leur époque, je les ai écrasés à Palestine. J'avais pas. Et même le roi de France en personne, je l'ai vaincu.
À Varaville, 10 ans plus tard, plus personne n'ose encore m'appeler. C'est le bâtard. Et ils m'ont tous suivi. Moi, Guillaume de Normandie, mes amis et mes anciens ennemis, tous. Ils ont eu raison. Est-ce que ça serait pas un autre de la... Ouais. Ça c'est un truc qui est scanné avec la tablette. Bon, je me doutais qu'ils auraient prévu des toilettes, mais quand même. Elles sont d'époque, celles-là. Bon, bah sur ce, pour la suite, manifestement, on va descendre. Par contre, ça c'est la marche. Merde. C'est étroit, c'est fait exprès évidemment. Et moi avec tout mon matériel, me sacoche et tout. Vraie reconstitution, pas en 3D celle-là. On a écrit tellement de choses. Bonne idée, on va prendre une photo, je te retrouve après. Bon, t'es prêt à repartir dans le passé? Il y en a encore un là. On a écrit tellement de choses sur moi que personne ne sait vraiment qui j'ai. Puissante, riche, indéniablement. Ah, par contre, la différence, c'est pas flagrante, hein, parce que leur reconstitution réelle est... Sur- Je suis elle est bien. Aliénor d'Aquitaine. À 15 ans, j'ai créé mon duché qui s'est donc d'avoir je devenais Évidemment, la le cheminée, à présent. Le roi de France, M. Cicéron, mon tuteur, me mariait alors à son fils. Évidemment, cette alliance rendait le royaume des Capétiens très puissant. Ah, Je suis devenue Escalier reine de d'époque. France. l'escalier d'aujourd'hui. Mais je n'étais pas heureuse avec Louis VII. La cour n'aimait guère mes manières. Mes troubadours furent même chassés de Paris à cause de leur poésie courtoise qui scandalisait. J'accompagne mon Le plafond, t'es comment? la Terre Sainte. Ah, il y a une tapisserie là-haut. Ces mystères qui me fascinent. Mais je ne supporte plus Louis et je décide de le quitter. C'est moi qui décide d'annuler notre mariage. Je l'obtiens devant son mari. À 30 ans, je ne suis plus reine de France. Alors, la suite de la visite. Et c'est par là. Mais le truc, c'est que j'ai repéré un passage. Je suis juste curieux d'aller voir ce que c'est et après on ira voir la suite. Regarde. Il y a quelque chose là. C'est quoi donc? Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien de marqué. La curiosité me pousse. Alors nous sommes dans le petit donjon là, du coup le deuxième.
ils communiquent directement comme ça. Moi sur le coup, j'avais pas réalisé qu'on était passé dans le second donjon. Là, je vais doucement, les marches sont hautes. Hein. Et bah c'est juste une serrure supplémentaire, d'accord. D'accord. C'est haut, hein. Oh, tu vois les traces dans le mur? Ça, je serais pas surpris qu'il y ait eu des poutres à une époque et peut-être un étage. D'accord. Bon, eh ben, ma foi, il n'y a rien d'autre ici. On va passer à la suite de la visite, le passage que tu as vu il y a un instant. Allez, on y va. Mais je ne supporte plus Louis, je décide. C'est moi. Ça y est, hein. On ira voir ça après. Tous mes ennemis disent que je suis un guerrier de courage sans égal. Cet étage est réservé aux hommes de la garnison du château. Les soldats de garde y conservent leurs armes et leur équipement défensif, écus, aumes. Ils y dorment, prennent leur repas, s'occupent à quelques loisirs. La salle communique avec les niveaux inférieurs et supérieurs par des trappes éventuellement utilisées pour faire passer les approvisionnements et les munitions, flèches, carreaux d'arbalète. Les conditions de vie des soldats de la garnison sont rudes et monotones. Pour tuer l'ennui, les hommes marquent les murs de leur empreinte et y gravent des graffitis. Parmi les dessins réalisés, on trouve de nombreuses armes, épées, dagues, haches, arbalètes, couteaux de chasse. Les graffitis représentent également des armoiries figurant sur les bannières des troupes stationnées dans le château. L'absence de couleur rend aujourd'hui leur identification difficile. Plus tard, des prisonniers, des soldats de régiment de passage et des visiteurs suivront cet exemple en y ajoutant des bateaux, des noms, des dates et bien d'autres marques visibles sur les murs. Sur les marches baignées par la lumière du jour dans les embrasures des fenêtres à coups-sièges, sont gravés plusieurs plateaux de jeu, dont des plateaux de Merel ou d'Alquerque. On joue également au dé ou au domino, comme l'ont montré les fouilles réalisées à Falaise et à Caen. Sans doute une partie de la solde est-elle dépensée dans les jeux de hasard ou de stratégie. Avant d'aller voir le point numéro 5, tu sais, par là il y a un escalier, on l'a aperçu en allant à la salle de garde est là-bas au bout. On va aller jeter un œil au point numéro 3, c'est-à-dire le cellier. Tu sais, on est passé devant tout à l'heure. Le cellier, c'est par là. À moins que le passage est un peu plus large, c'est plus facile. Avec une belle vue sur le château, tiens là. S'il n'y avait pas les grilles, j'aurais fait une photo. Voici le fameux cellier avec un nouveau point scanné encore. Une reconstitution. Avons-nous là engin de levage, moyen de transport, une brouette en fait. Engin de levage à gauche, et tiens, tu te souviens de la grue dont je t'ai parlé tout à l'heure? Et ben en voilà une autre, en maquette. Le cellier, c'est le second des 6 niveaux de la grande tour cylindrique appelée tour Talbot, que le roi de France Philippe Auguste fait construire vers 1207. C'est le niveau le plus frais. Il sert de réserve de provisions. Il existait sans doute une ouverture circulaire au centre du plafond permettant de visser des charges lourdes à l'aide d'un treuil vers les étages supérieurs. La conservation des aliments est un véritable enjeu à l'époque médiévale. Au château, les réserves de vivres sont régulièrement inventoriées. Toute denrée gâtée est aussitôt remplacée. Il s'agit de ne pas se retrouver à court de nourriture si le château vient à être assiégé. Les poissons et les viandes sont préservés de la putréfaction grâce au salage. On frotte les aliments avec du sel à plusieurs reprises et à intervalles réguliers. On les saupoudre ensuite d'écorce de diverses céréales afin d'absorber l'humidité. Après séchage,
poissons et viandes sont compressés et conservés dans des tonneaux remplis de sel. Le sel utilisé provient sans doute des salines des marais de la Dive. Il est aussi possible de conserver des aliments par fumage, par séchage, ou confits dans du miel ou de l'huile. On peut également conserver certains fruits et légumes plusieurs semaines en les enfouissant sous le sable pour les protéger de l'air. Enfin, le pouvoir conservateur de la glace est connu mais peu utilisé. Certains châteaux disposent de glacières, sortes de fosses maçonnées qui conservent la fraîcheur. On les remplit durant l'hiver de blocs de glace soigneusement entreposés sur de la paille et des branchages ou dans des seaux. La glace peut alors tenir pendant des mois. Le savais-tu ? Jusqu'au XIIe siècle, le pire ennemi de la souris dans le château est la belette, surtout dans le cellier et les cuisines. On l'apprivoise pour chasser tous les rongeurs attirés par les réserves de nourriture. Le chat ne sera domestiqué en Europe qu'à partir du XIIe siècle, sans doute au retour des croisades. Donc me voilà remonté du cellier. Point numéro 4, c'était la salle de garde, on l'a vu tout à l'heure. Et ben on va monter. Et donc on est dans le donjon circulaire, le tout dernier, celui de Philippe Auguste. Et ben, mon caméscope qui fait par le point, attends, je voudrais te montrer quand même cette montée. Voilà. Regarde-moi ça, c'est impressionnant. Faut monter tout là-haut. Bah, si tu viens visiter ici, il faut avoir des jambes quand même, un minimum. Encore une fois, j'y vais doucement, j'ai pas envie de trébucher. Sans genou. On est monté d'un étage. D'accord, bon bah a priori ici il y a rien de particulier dans cette salle. Non, il s'est pas censé donner sur le cellier, ça. Et dans la description, il disait qu'il y a une époque, il y avait peut-être une ouverture qui permettait de monter de la nourriture. Ça pourrait être ça. Quoique, au son... Est-ce que ça serait pas plutôt la... Non. Ah non, c'est un puits. C'est un puits, d'accord. J'arrive un peu à voir, moi je sais pas si tu vas pouvoir voir. C'est beau. C'est un puits, c'est logique qu'il va faire de l'eau aussi. La suite, c'est par là. Suite de la visite après le sommet de la tour, traverser la terrasse pour accéder à la pièce suivante. Donc on est au sommet de la tour là ou... Bah peut-être bien. Ah, attends. Il y a un escalier là. Alors la suite de la visite est là. Et le sommet de la tour est là, je pense. Il y a des graffitis un peu partout. Je sais pas si ça va donner grand chose à la caméra. C'est pas étonnant. Je parle pas de graffiti moderne, on est bien d'accord. 1786. L-A-U-I. Non, c'est un L-A, j'ai du mal à le lire. Launay, peut-être. Je pense que c'est ça, Launay, 1786. Là, 1821. Donc le sommet de la tour, c'est par ici. Il doit y avoir une belle vue de là-haut. Faut que j'arrête de la faire celle-là. Alors, attends, l'escalier continue sur ma droite, mais il y a une salle là. La tour Talbot, symbole de ma souveraineté. On peut ressortir la tablette. Symbole de ma souveraineté, c'est le Philippe Auguste, alors il parle là. Quelle bataille. Je me suis cru mort devant du cheval. Mais je les ai tous écrasés
pour le roi de France. Mais je ne voulais pas. Je voulais conquérir l'Angleterre. J'y envoie mon fils Louis. Les marins anglais nous préféraient largement à cet incapable de Jean sans terre. Mais, à la mort de Jean, ils se sont ralliés à son fils Henri III, contre mon fils, contre moi. Nous dûmes renoncer. J'ai 60 ans. Je vais bientôt quitter cette terre. Mais ma gloire est immense. J'ai construit un grand royaume, riche et puissant. La France. Bon, on va quitter ce cher Philippe Auguste. Il nous reste un petit bout d'escalier qui doit monter. Regarde, on est quasiment en haut de la tour. Regarde. Quasiment. Je sais pas où il passe encore dans l'escalier, mais j'ai pas monté beaucoup plus haut. Pour un moment à la hauteur de cette ouverture. On va voir ça. Donc, l'escalier par lequel nous sommes arrivés, qui continue à monter là. Et je discutais avec des gens qui sont passés là, dans la salle précédente à peu près en même temps que moi. Et on se disait, les marches sont vachement hautes pour les gens de l'époque qui étaient beaucoup plus petits que nous. Je crois que la taille moyenne de l'époque c'était aux alentours d'1,60 m, quelque chose comme ça. Si les marches sont hautes pour moi, pour eux, qu'est-ce que ça devait être? Partant orageux, accès interdit, bah ça tombe bien. Il n'y a pas d'orage là, regarde, c'est la salle où on était il y a un instant avec Philippe Auguste. Ah, on sort en haut de la tour, oh génial. Alors, il y avait aussi un panneau en bas qui disait que durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Allemands ont installé un canon anti-aérien en haut de cette tour, donc ça doit être là. Effectivement, parce qu'il y a un accès au toit. Ah ouais. Accès interdit partant orageux, oui, j'imagine pourquoi, c'est que... Sol et en métal, je pense. On est en haut de la tour, là, du coup. Il va y avoir un point de vue. On va prendre par là. On va aller dans le même sens que les gens que j'ai croisés il y a un instant. Pour éviter de les croiser sur la vidéo, justement. C'est pas évident. Eh, c'est impressionnant. Hein. Regarde où je marche. Il y a intérêt à ce que ça soit solide, hein, parce qu'il y a quelques dizaines de mètres, à mon avis. Je sais pas quelle est la hauteur de la tour, mais... J'aurais pas envie de descendre de façon rapide. Des jumelles. Ah, c'est encore une de leurs reconstitutions. Oh, je vais essayer de te la montrer. C'est la vue d'en haut. Toujours pareil, je sais pas si tu vas voir grand chose là-dessus.
Ah, j'avais raison, il y a une belle vue de là-haut. Là, on a le grand donjon. Le pont par lequel on est arrivé. Bâtiment d'accueil. La basse-cour. Je vais faire une photo ou deux, je te retrouve après. On va voir un peu de l'autre côté. Je suis toujours sur ce passage ô combien impressionnant. Si j'arrête pas de trébucher, c'est que j'ai un peu de mal à voir où est le sol en fait, tout en regardant sur l'écran du caméscope. Alors normalement, j'aimerais bien la repérer. D'ailleurs, quelque part, il y a une route panoramique qui doit permettre de voir depuis l'extérieur, d'avoir une belle vue. Je me demande si ça serait pas là-bas. Je pense. C'est quelque part par là. Il y a un bâtiment en ruine d'ailleurs là. Alors attends, je l'ai perdu, je le vois. Si, il est juste devant. Ah, ça y est, le soleil qui arrive. Je pense que la route panoramique c'est par là-bas. Peut-être que j'aurai une belle vue tout à l'heure, ou peut-être que je te l'ai mise en intro, je sais pas. Un peu de soleil, bah c'est mieux quand même. Ça va me permettre de faire de meilleures photos en ressortant. Bon, bah on va faire la suite de la visite, alors il faut redescendre. Là où on était il y a quelques minutes. Bon, nous voilà redescendus, alors je me dirige vers la terrasse en extérieur. Donc on était... Regarde. Tout là-haut il y a un instant. Philippe Auguste. Là-haut. Et le toit. Là-haut aussi. Et nous on continue par là. Regarde, on va entrer ici. Nous entrons à présent dans la caméra. Bien que ce mot latin ait donné le mot chambre en français, la caméra n'est pas une simple chambre à coucher. Il s'agit plus globalement de l'espace de vie privé du duc et de ses proches. Elle leur sert de salle à manger, de pièce de vie ou de travail, mais aussi, entre guillemets, de salle de bain. Les ducs de Normandie, comme la plupart de leurs contemporains, prennent en principe 2 repas qui rythment la journée. Le dîner, contrairement à son acceptation actuelle, est pris dans la matinée et en fin d'après-midi se tient le souper. Comme le reste du mobilier, la table est démontable et transportable. On la dresse en posant une simple planche de bois sur des tréteaux. Pour manger, les convives s'aident principalement d'un couteau à bout pointu, à la fois pour découper et piquer les aliments. La cuisine prépare les plats sous forme d'émincés et en petites portions pour faciliter le piquage. Le duc organise régulièrement des banquets pour récompenser ses fidèles, mais surtout pour faire étalage de sa puissance. On y déguste avec faste une grande quantité de mets servis dans une vaisselle luxueuse. C'est aussi l'occasion de se divertir. Trouvères, ménestrels et jongleurs sont chargés d'amuser les invités. En dehors des repas qui peuvent durer des heures, les ducs s'adonnent à leurs loisirs. Certains sont peut-être férus du jeu d'échecs, mais nul doute que d'autres, comme Guillaume, son fils Henri Ier Beauclerc ou son arrière-petit-fils Henri de Plantagenet, préfèrent la chasse. Passion noble par excellence, elle constitue un entraînement, voire un substitut à la guerre. En temps de paix, c'est l'occasion pour certains de prouver leur bravoure en s'attaquant aux gibiers les plus dangereux, comme le sanglier ou l'ours. Les clercs de cour se chargent également de distraire l'assistance par des récits épiques ou des contes moraux. Et je viens de réaliser une chose. Je sais pas si tu te souviens, depuis l'extérieur, sur la terrasse, là, on voyait une espèce de chapiteau. J'ai pas spécialement insisté dessus. Je viens de comprendre ce que c'est. En fait, on est dessous, parce qu'ici, le toit n'est pas présent. Regarde. Voilà l'explication du chapiteau qu'on peut voir depuis l'extérieur. C'est une protection pour cette salle, parce qu'il manque le toit, en fait. Alors, juste à côté, il y a une chapelle, la Capella, la chapelle privée du duc. J'attends que les gens qui sont dedans s'en aillent et on va aller la voir. Attenant à la caméra, la Capella est une petite chapelle privée réservée au duc et à sa famille. Un clerc, le chapelain ducal,
est spécialement chargée d'en assurer le service. Elle joue un rôle essentiel à une époque où la pratique religieuse fait partie intégrante de la vie quotidienne. L'usage d'inclure une chapelle privée à l'intérieur de la résidence seigneuriale reproduit un modèle ancien. Vers l'an 800 déjà, Charlemagne en fait construire une dans son palais d'Aix-la-Chapelle. Les ducs normands s'inspirent de cette tradition et c'est notamment le cas à Falaise lorsqu'Henri Ier Beauclerc fait bâtir ce donjon vers 1123. Le chapelain prie pour le salut de l'âme du duc et de sa famille. Il assure les offices et veille à l'entretien de la chapelle. Il assiste également le duc dans des tâches demandant la maîtrise de l'écrit. Proche du prince, il est issu de grandes familles où a été distingué parmi les clercs pour ses connaissances et sa dévotion. L'un des plus célèbres est sans doute Guillaume de Poitiers, l'un des chapelains de Guillaume le Conquérant. Témoin privilégié de la vie publique et privée du duc, il rédige, en forme d'épopée, un des rares textes bibliographiques de l'époque. Les exploits de Guillaume, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Gesta Guilielm ducis Normannorum et regis Anglorum. Alors, point numéro 7, je pense que c'était la chapelle. On va aller au point numéro 8 dans un instant, mais regarde, je vais m'apercevoir d'une chose tout à l'heure. On était là, ça c'est la première salle dans laquelle on est rentré. Les latrines sont là, et l'escalier, le premier escalier est là. Sur ce, point numéro 8. C'est quoi donc? Alors déjà, on descend. Sacrée descente. Par contre, c'est un escalier moderne. Il a dû être refait, j'imagine. Alors du coup, les marches sont beaucoup plus faciles. C'est sûr. Point numéro 8 et point numéro 9. Numéro 8. C'est un dossier. Alors ça, je connais déjà un tout petit peu suite à il y a très longtemps ma visite au Festival médiéval de Provins. Ça s'appelle un couillard, je t'explique pas pourquoi, tu vas comprendre. Un trébuchet. Un mangonneau. Principe du trébuchet mais avec les roues. Et c'est aussi, c'est toujours un contrepoids. La différence, c'est que si tu regardes bien, le trébuchet, le contrepoids, est mobile. Quand on manipule l'arme, il va pivoter. Regarde, il est sur... Ici, le contrepoids est sur un axe. Tandis que sur le mangonneau, j'imagine que la manipulation va être plus difficile. Le contrepoids est fixe. C'est pour ça qu'il y a les roues à éclure pour aider à l'armer. Un tour d'assaut. Un beffroi, plus exactement. Non, au départ, non, c'est un beffroi. Et une catapulte. Nicht durch die Tore durch, sondern über die Mauer. Il y a quelques photos à faire, je te retrouve après. Failli rater quelque chose. Merde. On peut sortir la tablette. Au passage, t'as ce que je pense être une bombarde. Il n'y a rien de marqué. C'est un canon primitif. Très certainement une bombarde. Alors. Attaquons par le trébuchet.
Ah, d'accord, c'est différent là, pour le coup. Et alors là c'est pour déclencher le tir. Ah mais c'est la bombarde ça. C'est la bombarde, c'est pas le trébuchet. L'artilleur déclenche le tir à l'air. Tu es arrivé, l'artilleur déclenche le tir à l'air d'une longue broche de fer rougi qui met le feu à une mèche située à l'arrière du fût. Là on a les roues évidemment pour le transport. Et c'est bien une bombarde, c'est marqué là. Canon en fonte de fer ou en cuivre. Ça c'est pour manipuler le crémaillère permettant de régler la hausse du canon. Oh c'est cool. Portée de 200 mètres. Décidément, c'est très bien confus. Ça j'ai déjà dit, mais je le répète. Du coup, il n'y a pas de symbole a priori pour le trébuchet, mais il y en a un pour le couillard. Il est très proche. C'est le reflet. Avec le reflet déjà. Ah, ça y est, là. Et ben du coup, non, celui-là en fait c'est trébuché. D'accord. Non, c'est toujours le couillard, est-ce que je me dis des bêtises? Donc là on a un treuil pour amener la verge, en plus le couillard en verge, je suis désolé, en position horizontale. Ça c'est la verge fixée sur un poteau. On est retourné. Ça c'est projectile. 35 à 80 kg. Là, on va le trébucher. On scanne. Comme tout à l'heure, il y a le reflet qui est scotché. Ah, je l'ai. Voilà notre trébuchet. J'ai pas fait attention à cette partie. Ça fait partie du treuil, d'accord. On va voir ce que ça donne. Voyons le Mangono. Alors, les roues c'est pour un treuil à roues de carrier utilisé pour rabattre la verge. Ça c'est le contrepoids. Huche. Contrepoids chargé de pierre, de terre ou de lingots de métal. Contrairement à d'autres engins, le contrepoids est fixe, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça c'est la verge. Une poulie reliée à l'extrémité de la verge, on descend jusqu'au sol une corde pour réarmer le bras.
de 100 kg. À 150 mètres. Bien, c'est vraiment bien. Et je suis curieux de voir la tour en action. Donc le beffroi. Donc, dernier étage réservé aux archers qui couvrent les troupes d'assaut. Pont-levis utilisé par les troupes d'assaut. Et en bas, éperon pour ficher la tour contre la muraille et au vent pour protéger les pionniers, sapeurs et mineurs. Il nous en reste un. La catapulte, c'est le dernier. Après, on passe à la suite. Il est joli. Ça c'est cuillère, collecting, branche d'arc tressée destinée à tendre la corde et à augmenter la puissance du tir. Plutôt horizontal pour le levier. Treuil pour amener la verge en position horizontale. Allez, on va voir en action. Un projectile de 30 à 50 kg à 150 mètres. Mais plus mobile qu'un trébuchet par exemple, il va falloir monter. Tandis que là, l'arme se déplace sur roulette. Allez, on passe à la suite. Oh, j'ai oublié. J'ai une photo de ça. Le boulet. Allez, on continue. Numéro 9, par là. L'histoire de France à lire, je vais pas tout lire, on n'aura pas le temps. Je crois que ça, si tu veux tout ça, ben, tu viens ici, tu fais le visitant. Parce que ça fait vraiment beaucoup aussi. C'est très complet. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais voir si je trouve l'info, c'est peut-être marqué quelque part. C'est une salle de projection. Guillaume VII Carole a dû concentrer ses forces au nord pour se défendre d'une autre tentative d'invasion menée par le roi de Norvège. Le duc de Normandie profite de cette opportunité. Bon, bah, je crois qu'on apprend que la fin. Je suis resté pour la projection, c'est un petit documentaire sur Guillaume et notamment la bataille d'Hastings. Très intéressant. D'accord, on revient en fait au point d'entrée. On retourne? Non, je plaisante. Ouais, on est arrivé par là. Bon bah écoute, voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, hein. Tu connais la chanson. Et alors sincèrement, il y a le soleil qui commence à sortir un tout petit peu en plus. Ça vaut la peine. 8,50€ pour tout ça, écoute, c'est pas cher. Avec les reconstitutions 3D, tout ce que tu as vu, ça vaut la peine. Si tu passes dans le nord de l'Orne ou dans le Calvados, par là, enfin à proximité, à portée de falaise, faut le faire. Franchement, c'est un truc à faire. Voilà.
Allez, sur ce, je te laisse. Moi, j'ai une énorme vidéo à monter. Je pense que je vais la diviser en deux, mais du coup, j'ai déjà dû le dire plus tôt, normalement, parce que ça fait peut-être beaucoup. Je sais pas, j'hésite, on verra. Alors, tu l'as peut-être vu en une seule fois, tu l'as peut-être vu en 2 fois. Si ça a été en 2 fois, je te mets le raccourci vers la première partie. Là, bah non, parce que du coup, je vais le mettre en début de... Ouais, alors là, non, laisse tomber. Je dis des bêtises. Allez, je te laisse. Je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo, du coup. Les Gorges de Villiers. Les Gorges de Villiers. Tu verras, ça vaut le détour aussi. C'est différent. C'est très très différent. C'est des pierriers vieux de 2 millions d'années. C'est une légende d'une fée dans une grotte. Et puis une fontaine d'eau chaude. Salut!